Coucou, bonjour, allô, j'ai sorti mon gros micro aujourd'hui pour l'enregistrement de cette, émission, cet épisode spécial tricot. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Ça fait comme 2 semaines que je médite sur la manière dont je vais comme aborder tout ça, ce sujet, cette réalité, ce secret. Mais avant, je veux me présenter, vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Rebecca. J'œuvre sur Internet sous le pseudonyme Rebecca Colère. Je tricote depuis 2019 et je suis créatrice de contenu / designer / artiste depuis environ 1 an et demi. Donc, je gagne ma vie avec ces vidéos, mais aussi avec le tricot plus précisément. Je fais surtout des vlogs, mais aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se fasse comme un épisode un peu style podcast. Je sais pas ça va durer combien de temps. Je pense que ça risque d'être un peu long, donc avant qu'on commence, installez-vous confortablement, attrapez un artisanat quelconque, un breuvage chaud ou froid, selon vous êtes où sur la planète en ce moment. Et c'est parti! Moi, je vais boire un thé à la menthe avec un peu de miel parce que les allergies me font la vie dure cette année. J'ai comme une toux qui se croit pas un peu, j'ai envie de dire, j'ai comme la gorge irritée, puis ça crée comme un genre de petit spasme de toux constant. C'est très fatigant. Ça se peut que ça interrompe un peu mon flow naturel pendant cette vidéo. Là, vous vous demandez peut-être pourquoi je bois un breuvage chaud, mais j'habite à Sainte-Mélanie, qui est comme un petit village dans le bois, à environ 1 heure de Montréal, au nord. Il fait pas encore très, très chaud. Ce matin, j'aurais pris un petit feu dans le poêle à bois, là. Ça vous donne une idée. L'été est comme pas tout à fait arrivé. J'ai très hâte, d'ailleurs. Par où commencer? Parce que vous aurez compris que c'est pas un podcast tricot conventionnel aujourd'hui que je vous fais. J'ai des choses à vous dire. Je vais juste vous raconter une histoire, finalement. Je vais vous raconter ce qui s'est passé, ce qui se passe en ce moment. Dans les derniers temps, je vous avais dit que j'avais comme un secret, que je travaillais sur des trucs, que je pouvais pas vous parler, que... Si vous écoutez mes vlogs, vous savez de quoi je parle. Ça a fait en sorte que j'avais un peu moins de tricot dans mon contenu habituel aussi parce que je fais beaucoup des vlogs. Et là, dans les derniers temps, il y avait moins de tricot qu'à l'habitude. C'est parce que j'étais en train de travailler, en fait, sur un livre de tricot. Mais là, vous comprendrez avec le ton que j'ai que ça se passera pas. J'ai juste envie d'être honnête, de vous raconter ce qui s'est passé, de vous raconter l'histoire et envie d'être transparente aussi, puis je veux pas tourner les coins ronds sur ce qui s'est passé, etc. Là, j'ai vraiment l'air dramatique. C'est pas si dramatique que ça. Je vais juste vous dire la vérité, en fait, c'est ça que je veux dire. Tout ça a commencé avec, en fait, un post que j'avais fait au mois de janvier ou février. Cet hiver, j'avais fait un post sur comment apprendre le tricot. Je me souviens, j'avais comme donné des trucs sur Instagram. J'avais eu l'idée le matin, puis j'avais posté ça le soir comme en mode... j'ai l'idée, je le fais sans attente, évidemment. Puis j'avais reçu un DM qui me disait « Ah, est-ce que tu as déjà pensé faire un livre? » Puis la personne me disait comme... J'ai voulu aller m'acheter un livre de tricot cette semaine et j'ai réalisé qu'il n'y a rien. Je suis éditrice. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on parle d'un projet? Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé d'écrire un livre. Tricot ou pas tricot, finalement, c'est évidemment, j'ai une passion pour la littérature, pour les livres comme objet, donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. J'ai donc répondu « Mais oui, tout à fait intéressée, tout à fait, blablabla ». Fait qu'on a parlé, on a fini par transférer en courriel. C'était une grosse maison d'édition, OK? J'étais quand même vraiment, vraiment, vraiment contente que ce soit cette maison-là qui m'approche. C'est une maison d'édition qui a une belle réputation, qui avait un bon nom. Ça m'intéressait beaucoup de travailler avec eux parce que, la réalité des livres au Québec, c'est que c'est vraiment pas quelque chose qu'on va faire pour de l'argent, dans le sens qu'on reçoit, quand on est auteur-autrice, 10% des ventes de chaque livre, ce qui veut dire que sur un livre à 10$, on va recevoir 1$. Et là, évidemment, ça aurait été un peu plus que ça, mais environ, pour un livre à 30$, on reçoit comme 3$ par copie vendue. Le marché du livre, on le lit partout, ne va pas très bien, donc les ventes sont pas explosives, là, fait que c'est rarement avec un livre que tu vas faire fortune. J'en suis vraiment consciente. Et j'avais ça en tête aussi, d'où pour moi l'importance de travailler avec une maison d'édition qui était déjà bien établie, parce que ça m'assurait un certain un appui ou un soutien qui allait bien servir mon projet finalement. J'ai commencé à réfléchir à ça, je m'en vais à Montréal les rencontrer, on a une première rencontre et là vraiment c'est le coup de foudre. Ça a été un vrai bon match, puis je veux vraiment que ce soit clair que les personnes avec qui j'ai travaillé, donc les gens dont je vous parle en ce moment, c'est des gens que je sais qui ont été vraiment honnêtes et transparents dans tout le processus. Donc, on se rencontre, on échange un peu sur ce que ça veut dire de faire un livre de tricot. Elle me parle un peu de ce que ça représente, de ce que ça veut dire, de ce que ça implique. Tu sais, j'ai quand même des connaissances sur ce milieu-là parce que je viens
D'une part, parce que j'ai fait des études à l'université, donc nécessairement, j'ai été en contact avec cette industrie-là, mais aussi parce que j'ai travaillé au sein du magazine Spirale, qui est un magazine culturel qui m'a confrontée à ce milieu-là assez fréquemment. J'avais des amis auteurs, autrices aussi, donc j'ai quand même comme une connaissance de ça qui faisait que j'arrivais pas là avec de la naïveté. On a beaucoup parlé de la forme que le livre allait prendre. Moi, j'avais amené le livre Knits About Winter, qui est un livre de Emily Folden, qui est le livre qui m'a amené au tricot, tu sais, puis j'avais envie de leur communiquer un peu ce désir-là que j'avais de créer un livre qui allait, comme ce livre-là avait eu dans ma vie, j'avais envie de créer un livre qui allait donner envie aux gens de tricoter. Fait que pour moi, c'était clair, ça, je voulais faire un projet qui était pas juste pour les tricoteuses, mais qui allait vraiment comme attirer l'attention des gens qui tricotent pas, que ces gens-là fassent comme « Oh mon Dieu, pour ce livre-là, pour ces projets-là, j'ai envie de me mettre au tricot ». Je voulais que ce livre-là soit comme un ouvrage critique, théorique sur ma méthode de tricot, que dedans, il y ait tout ce qu'il faut pour commencer, mais aussi pour mener à bien les projets. Donc, il y aurait eu des tutoriels visuels, j'aurais mis des codes QR vers des tutoriels YouTube. Je voulais vraiment créer un objet pratique qui allait, d'une part, donner envie aux gens de tricoter, mais aussi qui allait être une expérience esthétique, donc qui allait être un beau livre à laisser traîner, un beau livre à regarder. Une fois que je suis sortie de ce meeting-là, j'avais la tête pleine d'idées et surtout, j'étais hyper confiante que ça allait fonctionner. Je suis pas naïve. Tant qu'il n'y avait pas de contrat, pour moi, c'était évident que ça risquait de pas fonctionner. Tu sais, il y a toujours un risque. Tant que le contrat n'est pas signé, puis c'est valide dans tout, on peut pas se fier à la parole des gens. Quand on parle en affaires, ben il faut un contrat signé, sinon ça vaut un peu rien. Mais comme je vous dis, on avait tellement une bonne chimie, un bon contact que je me sentais assez confiante là, que ça allait fonctionner. J'ai quand même attendu. On s'est dit qu'on allait se revoir quelques semaines après pour clarifier tout ça, mais aussi parce que moi, j'allais préparer, c'était le plan, j'allais préparer un pitch, si on veut. Donc, à quoi le livre pourrait ressembler? Ce serait quoi les patrons? Ce serait quoi qu'on ferait finalement? Donc, juste de clarifier un peu mon idée de base pour qu'on puisse partir de là et après ça, lancer le projet officiellement, signer un contrat, blablabla. Fait que je suis partie, j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à penser à un plan. Donc, de réfléchir à sa fonction, de réfléchir à son visuel. J'ai créé un mood board. Mon plan, c'était de faire un livre, comme je vous disais, qui allait être accessible, donc quelque chose qui allait... que tout le monde allait pouvoir posséder. Mais j'avais aussi envie de le penser comme un livre de collection, dans le sens de créer une collection dedans, en fait. Pas comme l'ouvrage allait être une collection, mais dedans, il allait avoir comme tout ce qu'il faut pour s'habiller colère. Tu sais, finalement, que ce soit les bas, les mitaines, des foulards, des tucs, des chandails, tu sais, qu'on ait vraiment comme une espèce de couvrir le plus large possible au niveau du style pour que tu puisses, avec ce livre-là, être autosuffisant sur les patrons. Ce que j'aimais aussi, c'est qu'on avait discuté du prix. Donc, le livre se serait vendu entre 29 et 32 $ canadiens. C'est ce qui est un prix assez abordable, je crois. Et ce que j'aimais, en fait, c'est qu'avec ce prix-là, vous auriez eu environ, je pense que j'avais pensé 12 patrons, puis j'aurais pu en mettre plus. Là. C'était comme entre 12 et 15 patrons, finalement, de tricot. Considérant que mes patrons, je les vends entre 10 et 15 $ chacun, c'était comme vraiment un bon deal. Et surtout, c'était l'occasion pour moi de publier des patrons que je publierais pas nécessairement sur mon site Internet. Je pense, par exemple, aux chaussettes que vous avez vues beaucoup sur mes plateformes, qui sont beaucoup revenues. Je me suis beaucoup fait demander un patron. Mais vous savez probablement, mais tu sais, des patrons de chaussettes, il y en a des milliers en distribution en ce moment. Honnêtement, ajouter un patron de chaussettes dans la bibliothèque Ravelry, je vois pas vraiment l'intérêt, même sur mon site. T'sais, si je sors le patron des chaussettes qui était prévu pour mon livre, il va être gratuit parce que c'est tellement basique. Puis tu sais, moi-même, j'ai pris les chiffres un peu partout. Puis c'est comme ma recette, mais cette recette-là, elle s'est construite à partir de plein de patrons qui existent déjà. Fait que je trouve ça dur de comme dire « Ah ouais, je vais vendre ça comme 8 $ parce que je l'ai écrit ». Il y a des choses que je justifie, que je vais continuer de vendre, mais dans le contexte de ce genre de patrons-là, qui sont plus des recettes finalement que des patrons, j'étais hyper à l'aise de les mettre dans le livre parce qu'ils allaient s'inscrire dans cette idée justement de collection, puis que pour votre argent, vous en aviez en masse. Fait que c'était vraiment parfait là, comme positionnement aussi pour ce type de patron-là. Les mitaines, c'est un peu la même chose. On avait pensé à ce prix-là, on avait pensé aussi à un livre qui allait avoir une couverture souple, dans l'idée de peut-être éventuellement faire des livres à couverture rigide. Donc, il y avait comme même une espèce de long terme là, associé à ça. Moi, j'étais vraiment emballée, j'étais vraiment excitée. Mon moodboard sur lequel je travaillais,
je me suis comme un peu... J'ai ouvert les valves du cottagecore parce que je me disais que je voulais un peu comme craquer le volume sur mon esthétique de base. Parce qu'évidemment, dans mes vlogs, je vlog ma maison. Tu sais, je vais pas inventer une maison, là. Je vlog avec ce que j'ai, avec ce que je thrift. Je suis très, très près du réel dans mes vlogs. Pour le photoshoot, j'imaginais comme une version améliorée de ce qui est un peu déjà ma vibe. Mais là, je pouvais vraiment comme pousser plus loin. Je vais vous faire défiler un peu le mood board, là, mais c'était très cottagecore. Là. Je peux pas le dire autrement. Là. J'avais déjà comme pensé à des manières dont je voulais que les tricots soient posés. Asking eyes, she's looking through stardust, city lights, out wandering and moonstruck, and just wanting the whole thing, the whole damn thing, just wanting the whole. Parlant du mood board, j'avais commencé à faire les friperies avec en tête tout ce qui allait être nécessaire pour le photoshoot qui aurait eu lieu probablement chez moi. J'avais envie quand même de transformer ma maison en décor de cinéma. C'est quelque chose que je fais un peu, mais tu sais, pas tant que ça. Là, j'allais vraiment pouvoir le faire. Outre plein de vaisselle, de plats que j'ai trouvés, que vous aurez l'occasion de voir éventuellement, j'avais trouvé plein de vêtements que je vais vous montrer. Notamment cette paire de bloomers antiques que j'aurais porté en dessous d'un tricot. Tu sais qu'il y a juste la dentelle qui sort du tricot avec des bottes style un peu cow-boy. Ça, j'étais vraiment, vraiment contente de mettre la main là-dessus. C'est des vrais vieux bloomers. Ils sont un peu petits pour moi, mais pour les photos, ça aurait été parfait. Ils sont en coton. J'ai aussi mis la main sur 2 jupes blanches comme ça, qui sont des musts pour mettre en valeur les tricots. C'est aussi comme une espèce de must dans une garde-robe style cottagecore. Ça, je les mets tout le temps. Il n'y a rien là-dedans que j'ai thrifté que je vais pas réutiliser ou que je vais pas comme porter au quotidien, mais quand même, juste pour vous montrer un peu comme où j'en étais dans mon développement de DA. J'étais quand même avancée. J'ai aussi trouvé celle-là, regardez ça, avec un petit motif dans le tissu qui est magnifique. Ça, c'est des vieilles jupes vintage qui étaient cousues à la main. Ils sont dans un état vraiment, vraiment nice. Donc ça... Ah oui, ça... Ça, c'est un slip dress en soie vintage de la marque Parisian Made. C'est en soie. Depuis que je sais que le livre n'aura pas lieu, je l'ai porté énormément. C'était comme une des pièces coup de cœur de mes trouvailles, qui m'a coûté 3 $ dans un sous-sol d'église, puis j'ai hurlé quand je l'ai trouvé parce que ça représente tellement bien le mood board, mais aussi toute la vibe d'été avec les fibres naturelles, puis comme le côté vraiment flowy que je voulais que les looks aient, parce que le livre, c'était aussi l'occasion de montrer des inspirations de comment intégrer les tricots dans son style, dans sa vie, dans son quotidien. J'avais aussi Cézanne qui était de la partie, m'a envoyé des petites blouses que j'aurais pu utiliser dans les looks, comme celle-ci, qui aurait été trop belle avec les bloomers puis un chandail en laine. Et celle-ci que vous avez déjà vue. J'aimais vraiment l'idée d'offrir un univers visuel où les tricots allaient être déjà portés, tu sais, que les tricots soient montrés avec de l'usure, avec de la vie, avec une inscription finalement dans le quotidien. Parce que c'est vraiment ça, moi, qui m'importe dans le tricot. C'est comme... Je veux pas qu'on pense ces pièces-là comme des pièces figées dans notre garde-robe qu'on peut pas toucher parce que c'est trop précieux, puis j'ai envie de casser ce côté-là. Fait que je voulais que mon livre, il reflète ça aussi, de comme ces tricots-là, ils servent pour travailler dehors, ils servent pour jardiner, c'est vos bas, ça va être vos chaussettes préférées pour aller faire une randonnée, tu sais. Puis je sais que ce côté-là, il parle pas à tout le monde, mais moi, j'adore le fait de désacraliser mes ouvrages, même ceux que je passe des heures et des heures et des heures à faire. Je vois pas l'intérêt de les regarder prendre la poussière
poussière dans ma penderie, puis j'avais envie que mon livre reflète ça, fait que j'avais prévu plusieurs samples de différents tricots pour qu'on voit plusieurs états même des chandails, des accessoires qui auraient été dedans. C'est moi qui aurais été le modèle, j'avais trouvé la photographe. C'était vraiment investi. Le tricot, c'est pas comme la cuisine, là, dans le sens que... Parce qu'on peut me reprocher d'avoir commencé à travailler trop vite, là, considérant la conclusion de tout ça, parce que là, ce que je vous raconte un peu, c'est au mois d'avril à peu près. La publication était prévue pour le printemps 2027. Si on fait un calendrier rapide, là, mettons qu'on aurait signé le contrat en juin, il aurait fallu que j'écrive, que je fasse tester et que je size tous les patrons pour à peu près l'automne. C'était comme très, 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 très serré. J'avais décidé de jouer le jeu avec ce timing-là parce que, justement, je croyais au projet. J'avais envie d'avoir l'objet livre à vendre. J'avais envie de le faire, le projet, en fait. J'avais envie d'avoir l'objet entre les mains. J'avais pas envie que ça traîne. Fait que je me suis dit... Puis moi, je suis comme une high achiever, là, comme je fonctionne avec beaucoup, beaucoup d'adrénaline dans ma vie. Je performe vraiment bien sous pression. Je connais ça de moi, fait que je savais que j'allais être capable. Je savais aussi que ça allait être énormément de travail et d'investissement de temps et d'argent, mais j'étais prête à le faire parce que, justement, je croyais au projet. Tu sais, pourquoi faire un livre? C'était vraiment pas pour l'argent. Je le répète que j'étais consciente que j'allais pas faire comme une fortune avec ça. C'était beaucoup, beaucoup pour l'aspect marketing. Donc, d'une part, ça marque quand même une étape dans une carrière de design d'avoir un livre à son nom. C'était aussi pour offrir quelque chose de différent. C'était offrir quelque chose aux gens qui me suivent puis qui tricotent mes patrons, leur offrir comme une petite parcelle de mon univers parce que j'allais avoir pensé chaque élément dans ce livre-là, que de la police d'écriture aux photos, à la manière dont les tricots sont écrits, dont les patrons sont écrits. Il y avait vraiment comme une immersion dans mon univers à moindre coût, puis ça, j'aimais vraiment cette idée-là. En plus d'avoir le soutien de la maison d'édition qui sont experts dans ce qu'ils font puis qui auraient vraiment pu créer un objet à mon image. C'est ce que j'aimais de cette maison-là. Ils font vraiment des beaux livres, mais surtout, ils font des livres qui reflètent un peu la DA puis la vision de chaque individu avec qui ils vont travailler. Parce qu'en toute transparence, il y a d'autres maisons d'édition qui m'ont écrit déjà par le passé pour faire des livres de tricot et j'ai refusé parce que je trouve que leur direction est moins compatible avec la mienne. Fait que pour moi, tout le visuel est tellement important que je tenais à respecter ça. Et l'autre truc que j'aimais de cette maison-là, c'est qu'ils distribuent en Europe. Considérant mes statistiques, pour moi, c'était comme un non négociable que le livre soit disponible en Europe et que ce soit pas compliqué. Donc, je voulais pas que mes abonnés en Europe se retrouvent à le commander sur un site au Canada, que vous deviez payer en canadien, en dollars canadiens. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ça. Fait que c'était vraiment important pour moi que la maison soit établie déjà en Europe et que ce soit simple pour mes abonnés en Europe de se procurer l'ouvrage. Toutes les cases étaient cochées là, dans le contexte de cette maison-là. Le contact était bon. Comme je vous dis, on avait vraiment comme une bonne direction. J'ai l'impression que mon récit va être un peu décousu, mais c'est pas grave. Ça nous amène donc à cette deuxième rencontre, au courant de laquelle j'ai tout présenté mon projet, le mood board, les patrons que j'envisageais, cette idée d'accessibilité, de démocratiser l'accès au tricot. J'avais envie d'écrire aussi sur ce que ça veut dire en 2026, là, ça aurait été en 2027 de tricoter, blablabla. J'ai tout présenté ça. L'enthousiasme était au rendez-vous et je répète, je sais que les gens avec qui j'ai parlé étaient honnêtes. Il n'y avait pas je sens pas qu'on m'a niaisé, là, juste pour que ce soit clair. Je sors de là hyper confiante et j'ai le souvenir frappant de dire « Mais là, je fais quoi? » Et de me faire répondre « Ben là, commence. » Mais j'avais toujours pas de contrat, là. J'avais toujours pas de contrat, mais il y avait une certitude suite à cette deuxième rencontre, une certitude que ça allait fonctionner, qu'il allait pas avoir de problème. Fait que moi, je pars de là confiante. J'avais toujours pas commandé de laine, bien que j'étais assez avancée dans ma tête sur ce que je voulais faire. Le lendemain, j'ai commandé de la laine et ça m'a coûté autour de 1000 $ canadiens de commander la laine pour tous les patrons que j'envisageais. J'ai commencé à vraiment prendre ça au sérieux parce que, comme je vous disais, le time-lapse était tellement serré que j'avais pas beaucoup de marge de manœuvre sur la réalisation des patrons, les photos, etc. Dans mon plan, les photos allaient être prises à la fin du mois d'août, septembre. Fait qu'il y aurait eu comme une espèce de photoshoot qui se serait déroulé sur plusieurs mois. Dans l'idée que la photographe, qui était mon amie, qui aurait été mon amie Camille d'ailleurs, Camille Tellier, elle puisse venir chez moi des fois, prendre les photos des projets en cours, prendre des projets finis. On aurait pu comme vraiment penser tout un univers autour de ces tricots-là, de cette collection-là. On était bien serré dans le temps, considérant qu'il y allait avoir dans le livre 3 chandails
que ces chandails-là doivent être gradés de manière inclusive. Il allait avoir des bas, des accessoires, etc. Donc, j'étais vraiment en mode, il faut que ça enchaîne. Fait que j'ai commandé la laine, j'ai commencé. Puis là, dans mon plan, en fait, j'allais tricoter tous les patrons et les écrire après pour comme avoir le temps de faire les photos puis après ça, les envoyer en test. Je répète que j'étais absolument consciente que j'avais pas de contrat, donc je prenais le risque que ça fonctionne pas, mais il y avait vraiment une confiance de la part des éditrices avec qui je travaillais qui m'a comme dit, garde, je me lance, puis advienne que pourra. Il y a aussi le côté où je me disais qu'au pire, les patrons, je pouvais les vendre sur mon site. Fait qu'il y avait comme cet aspect-là. Mais j'ai vraiment dépensé beaucoup. J'ai Pix qui est en train de tricoter pour moi pour ce livre-là. J'avais ma mère qui tricotait pour moi pour ce livre-là parce que, évidemment, mes proches étaient au courant du projet. J'ai continué de travailler. Puis c'est pour ça que je parlais pas de tricot, parce que moi, behind the scenes, je tricotais en malade des affaires, des projets, des samples que je pouvais pas vraiment vous montrer. Tu sais, je vous ai montré un peu ici et là des petits trucs parce que j'avais envie de partager, tu sais, puis c'est comme super contre-intuitif pour moi de pas partager ma vie puis de pas vous dire c'est ce que je suis en train de faire au tricot. Fait que j'avais tellement hâte de vous le dire. Je me souviens, à la deuxième rencontre, tu sais, j'étais genre, je vais-tu pouvoir l'annoncer rapidement ou il va falloir que je garde le secret jusqu'à temps qu'il soit prêt? Là, on avait comme convenu que j'allais le dire le plus vite possible pour justement tout documenter en temps réel la réalisation de ce livre-là. Et puis j'avais juste hâte que le contrat soit signé pour vous en parler. Puis là, finalement, je vous en parle puis il n'y a pas de contrat signé, vous aurez bien compris. En fait, les semaines qui ont suivi, ça a été vraiment long, là, comme j'avais juste plus de nouvelles, pas de réponse, ça niaisait vraiment. Puis là, je recevais quelques courriels ici et là qui me gardaient quand même au courant que les choses progressait, mais il manquait l'approbation de la personne tout en haut de la pyramide du pouvoir. Et vous comprendrez que c'est là que ça a bloqué, en fait, parce que mon projet a comme pas passé aux yeux de cette personne. Je suis revenue... En fait, c'est quand j'étais à Montréal, la semaine... il y a 2 semaines, en fait, j'ai reçu un courriel qui disait genre « j'ai des nouvelles, il faudrait qu'on s'appelle. » Puis là, ça prend pas un bac là, pour comprendre que ces nouvelles-là n'étaient pas positive. On a eu un appel téléphonique, moi et la personne avec qui j'avais comme lancé le projet. Un appel qui a duré une quinzaine de minutes, puis tu sais, qui m'a comme annoncé que le projet avait pas passé, qu'elle avait tout fait pour que ça passe, mais que la personne voulait pas, en fait, faire un livre sur le tricot. Ça m'a pas fait de la peine parce que je m'en attendais dans le sens que je suis pas naïve. Comme je vous dis, je savais que c'était un risque. Tant qu'il n'y avait pas de contrat, c'était une possibilité. Ma carrière dépendait pas de ce livre-là. C'était un bon objet à avoir dans mon catalogue, dans ma boutique en ligne, associé à mon nom. C'est quelque chose qui m'aurait rendu très, très fière, mais c'était pas... j'ai pas besoin de ça pour continuer à faire ce que je fais dans la vie. Fait que j'étais un peu comme, OK. J'ai un peu senti qu'on me faisait perdre mon temps, dans le sens que c'était tellement long, tellement d'attente pour finalement me faire dire « bon, ça passe pas ». Mais en fait, puis la raison pourquoi j'en parle, là, c'est pas pour faire pitié, c'est pas pour vraiment pas, c'est que ce qui m'a déçue vraiment, puis c'est là où j'ai envie qu'on discute ensemble entre tricoteuses et tricoteurs, mais c'est qu'on m'a dit, la raison pourquoi ça a bloqué, c'est que le tricot serait trop niche. Ça, c'est des paroles rapportées. Bon, c'est des paroles rapportées de la Big Boss, là, comme je vous dis, je sais pas comment l'appeler, là. C'est la Big Boss, là, visiblement, c'est elle qui décide, qui a trouvé que le tricot, c'est trop niche. Puis on parle d'une maison d'édition qui a quand même publié des livres sur des sujets qu'on pourrait qualifier d'assez niche, donc des sujets qui sont liés à des pratiques quand même pas si grand public, tu sais, j'ai comme un peu pris ça en mode « ah ouais, tu sais », puis je pense pas que c'est pas personnel, là, dans le sens que elle me connaît même pas, la Big Boss, elle sait pas je suis qui, elle me suit pas, bon. Fait que ça, c'est une chose, là, quand même, à prendre en compte, fait que c'est vraiment comme le tricot en soi qui a pas passé. C'est plus fort que moi de penser qu'à quelque part, il y a un côté... Peut-être que c'est moi qui suranalyse, mais je ressens comme un mépris envers le tricot dans ce temps-là, tu sais, comme si on veut pas être associé à ces pratiques de grand-mère, parce qu'il suffirait d'une petite recherche web là, pour comprendre que le tricot, c'est pas du tout niche. Puis quand on regarde à l'international des publications sur le tricot, il y en a tellement. Tu sais, même en France, vous en avez là, des designers qui publient des livres de manière assez récurrente. Là, il y a Émilie, d'ailleurs, qui vient d'en publier un qui est super beau, je pense qu'il s'appelle un été à tricoter. Je le mets ici en référence. Tu sais, sans parler de Laine Magazine, il y en a des maisons d'édition qui sont là. Il suffirait d'une petite recherche de la part de cette personne-là pour réaliser que c'est un marché qui est à prendre, qu'il y a de la place au Québec pour ça en plus. Fait que j'étais comme, mais c'est quoi cet argument-là? Tu sais, j'aurais mieux aimé une raison personnelle, genre, on t'aime pas à face à la limite, mais là, c'était vraiment comme contre ma pratique, contre mon art à moi, puis j'étais juste comme, ouais. Surtout, tu sais,
On m'a dit aussi de comme, tu sais, le marché du livre va vraiment mal en ce moment, on fait pas de vente. Puis j'étais comme, ben, vous répondez à votre propre problème, là, en refusant ce genre de projet. Puis tu sais, que ce soit moi ou une autre designer québécoise, là, comme je vous dis, c'est pas... Moi, personnellement, je m'en fous de faire un livre ou pas sur le tricot, mais c'est vraiment comme nous, comme artisanes, quelle place on occupe dans l'espace public. Est-ce qu'on a une place dans l'espace public? Puis ça m'a fait de la peine parce que, tu sais, j'ai étudié beaucoup l'histoire des femmes, l'histoire des artisanes. Puis quand tu regardes ça, de tout temps, on est invisibilisé, on a été ignoré. Notre art, notre pratique se fait toujours reléguer au bas fond des pratiques, comme si on avait un médium qui était donc bien risible, qui était pas important. Puis nous, on le sait que c'est pas vrai, évidemment. On le sait que c'est pas vrai. Il y a des efforts quand même qui sont effectués, ramener l'importance que les arts textiles ont dans l'histoire. Mais des gestes comme ça, de refus envers un projet qui aurait été super intéressant, qui aurait vendu, clairement, ça file, je comprends pas. Surtout les plans, tu sais, sur le plan marketing, je comprends pas. Sur le plan des ventes, je comprends pas. Sur le plan du sujet, je comprends pas pourquoi on serait pas intéressé à aller plus loin. Surtout quand on regarde le catalogue puis qu'on constate assez rapidement que, clairement, les sujets de niche, c'est pas quelque chose qui les empêche habituellement de publier. Fait que j'ai été vraiment déçue. J'ai tout expliqué ça dans un courriel. En fait, j'ai été vraiment transparente. Tu sais, au téléphone, j'étais un peu comme sous le choc. J'étais un peu comme... OK, tu sais, bye. Je savais pas trop quoi dire parce que c'est qu'est-ce que tu veux que je dise? Je faisais juste voir tout le travail que j'avais déjà mis, l'argent que j'avais déjà mis. J'étais genre, bon, ben, coudonc, tu sais, c'est pas grave. J'étais déjà en train d'essayer de, comme, rediriger tous ces efforts-là vers d'autres projets, de, comme, qu'est-ce que je fais? Je me tourne vers une autre maison. Est-ce que je cancelle tout ça? Je sors des patrons, etc. Fait que mon cerveau, il était déjà en train de penser à autre chose. J'ai raccroché en précisant aussi à ces personnes-là que je savais qu'ils avaient été honnêtes avec moi. Je voulais pas qu'ils se sentent mal ou rien, là, tu sais, je sais que c'était pas la faute. Puis, tu sais, on m'a dit... je comprends pas pourquoi elle a refusé, parce que d'habitude, elle dit oui. D'habitude, je finis toujours par la convaincre, tu sais. J'étais comme, mon Dieu. OK, genre? OK, fait que ça ne passe pas. Comme ça passe pas. Elle a dit, le tricot, c'est non. Puis là, j'ai écrit un courriel suite à cet appel-là pour un peu poser mes idées, communiquer comment je me sentais, là, un peu comme ce que je viens de vous dire, là, justement, sur l'invisibilisation constante des pratiques artisanales. Tant qu'à moi, publier sur le tricot, c'est même pas si audacieux que ça, considérant le nombre de gens qui se mettent au tricot, puis le nombre de... Tu sais, de plus en plus de jeunes qu'on voit tricoter, genre des gens d'un peu de tous les milieux et tout. C'est vraiment devenu comme commun de tricoter. Fait que... j'ai juste pas compris. Puis je me demande, tu sais, c'est un peu ça ma question de réflexion de comme, est-ce qu'on doit prendre une place dans l'espace culturel public? Qu'est-ce que vous en pensez? Tu sais, est-ce qu'on est mieux dans notre coin finalement? Est-ce qu'on est mieux dans notre coin? Les gens du mainstream, ils comprennent pas trop ce qu'on fait, puis on a l'air à une bande de sorcières dans nos affaires, puis on est-tu mieux d'arrêter d'essayer de... Je parle pour moi, là, mais est-ce que je suis mieux d'arrêter d'essayer de créer un pont avec ces communautés-là, avec cette culture-là, tu sais, qui devrait, je pense, nous accueillir, parce que, tu sais, au Québec, si on regarde les livres en tricot, il y en a quoi? 3, genre? Il y a Marie-Christine Lévesque qui s'auto-publie. On comprend pourquoi. Qui fait bien, d'ailleurs, de s'auto-publier. Il y a un livre de Claude Tricot, puis il y a un livre qui est Enfile ta petite laine, je pense, qui s'appelle, avec plusieurs designers, tu sais. C'est pas mal tout. Il y a le magazine Fibre aussi. Les gros vendeurs, mettons, il y en a dessus. Est-ce qu'on devrait penser comme ça? Je sais pas, ça m'a beaucoup déçue. Ça m'a déçue parce que j'avais tellement hâte de partager ça avec vous. J'avais hâte de vous amener dans ce processus-là. J'avais hâte de parler du tricot dans les médias. J'avais hâte de donner une vitrine au tricot. J'avais hâte de voir tout le monde se mettre à tricoter, quoi. Mais bon, ça arrivera pas. Fait que je vais venir au courant de la suite des choses, parce que là, je sais pas si je vais comme me tourner vers une autre maison ou juste comme le publier en e-book. Tu sais, je me disais que je pourrais moi-même financer le photoshoot, parce que les patrons, il y en a plein qui sont déjà prêts, là. Comme j'ai vraiment bien avancé, il y a des patrons déjà finis et tout, fait que je pourrais vraiment financer moi-même le photoshoot avec mon ami. On fait les photos, puis je m'occupe de la mise en page, puis on sort ça en e-book. Puis en plus, ça me permettrait de ramener tous les fonds dans mes poches à moi. Pas partager les revenus, je suis comme... That's amazing. Si je regarde mes ventes de patrons, tu sais, je me dis que ce livre-là, il aurait bien vendu. Mes patrons, ils vendent bien, tu sais, fait que il y a comme un avantage aussi à acheter, mettons, 12 à 15 patrons pour le montant de, comme, mettons, 29 $, tu sais. Je pense qu'il aurait bien vendu. Mais bon, tant pis, their loss. Non? C'est ça que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, des commentaires, des opinions
sur la chose. Vous me direz comment vous voyez ça, vous? Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Ça m'intéresse de vous lire, mes chers. Puis là, pour le restant de la vidéo, je vais juste vous montrer un peu c'était quoi les plans du livre, vous montrer où j'en suis avec les projets, vous dire un peu qu'est-ce qu'il y aurait eu dedans, quelle laine j'ai acheté pour ça. Et voilà. Fait qu'on va parler un peu de tout ça. Par où commencer? Le premier patron qui était prévu, c'est les chaussettes, comme je vous disais. Ces chaussettes, j'ai tricoté 3 paires. Ma mère était en train d'en tricoter une 4e paire parce que je rêvais de faire des photos avec, tu sais, genre une corde à linge avec plein de chaussettes dessus. Et puis je voulais des chaussettes portées parce que je sais que c'est controversé, mais moi, j'adore le look des bas quand ils ont été portés puis qui sont comme un peu mous et tout. Là, je trouve ça trop beau. J'ai été sur le projet de tricoter le plus de chaussettes possible pour que dans mon livre, il y a une page avec plein de chaussettes. J'allais proposer que les chaussettes soient tricotées en laine naturelle, sans nylon, sur des 2 mm. Fait que ça aurait été un patron assez polyvalent avec 4 tailles, je pense. J'ai besoin de comme reprendre un peu le contrôle de ma vie parce que ça a été vraiment intense. Ça m'a occupée énormément d'une manière qui a fait que j'ai un peu délaissé certains trucs. Genre, j'ai pas fait de substack depuis vraiment longtemps à cause de ça. Mais tu sais, à cause de ça. Pas à cause de ça, là, genre, c'est pas un blâme que je fais, c'est vraiment juste que ça l'a beaucoup occupé de place dans ma vie. Ça marche plus, tu sais, fait que je suis un peu comme, voyons là, faut que je me ground. Tu sais, je pense que ça a pas été 100% compris dans l'échange, dans le processus, puis c'est correct parce que c'est normal, tu sais, mais faire un livre de tricot, c'est pas comme, tu sais, une recette que tu peux cuisiner le matin puis l'après-midi elle est prête à être prise en photo, tu sais. Il y a comme beaucoup d'enjeux sur le tricot, notamment parce que c'est lent, puis c'est quelque chose qui est comme qui revient constamment dans mes pensées, tu sais, l'espèce d'incompatibilité du tricot avec les impératifs capitalistes de production, de productivité. Comme créatrice de contenu, je le vis aussi, là, dans le sens que plus je crée du contenu, plus je tricote, plus je peux créer du contenu sur le tricot, plus j'ai de l'engagement, plus les gens sont au rendez-vous. Mais moi, j'ai fait le choix conscient de ne pas faire ça. Ça ralentit la potentialité de mes plateformes parce que, justement, j'ai pas... des fois, je peux montrer le même chandail pendant comme 8 vidéos. Tu sais, j'ai pas beaucoup de productivité. Excusez, il y a tellement de pollen, là. Je me sens très allergique. Mais ouais, fait que dans le cas d'un livre, c'est encore pire parce que là, j'avais tellement de choses à tricoter. Il y avait les bas, j'en avais tricoté 3 paires. Ça, je vous les ai montrées, là. Il y avait celle en Mondim. Il y avait cette paire-là en Julie Asselin et il y avait cette paire-là qui était en les arts textiles du Témiscouata, mais cette laine-là n'est plus disponible. Fait qu'évidemment, j'aurais offert autre chose. Mon but aussi dans le livre, c'était d'offrir le plus d'outils possible pour choisir sa laine à partir de rien, à partir d'aucune information. Je voulais écrire sur tout ça, écrire sur les différences entre les différentes fibres, comment remplacer parce que j'ai pas de partenariat avec des boutiques de laine ou avec des compagnies de laine. J'ai pas d'attache à personne. Ça, c'est un élément qui est hyper intéressant à réfléchir aussi parce que c'est valide pour moi puis c'est valide pour plein de gens. Mais tu sais, mettons, comme designer de tricot, on crée des ventes. Finalement, nos patrons, ils deviennent un peu comme des petits espaces publicitaires pour les laines qu'on utilise. Tu sais, si je passe au Lulu, mettons, le patron du Lulu que j'ai tricoté en Peace Fleece, moi, ma Peace Fleece, je l'ai acheté. J'ai acheté 3 quantités chandail pour réaliser ce chandail-là, que c'est de l'argent que j'ai dépensé. Après ça, mon patron, il rembourse ça, mais mon patron, surtout, il devient une carte de visite pour la Peace Fleece. Et Peace Fleece a vendu, je sais pas combien de quantités chandail grâce à mon patron, mais là-dessus, je touche rien, moi. Je touche pas un seul dollar. Pour moi, c'est un paradoxe présentement dans le milieu de la fibre parce que les compagnies de laine nous commanditent pas, ou en tout cas, c'est vraiment rare. En échange, ils profitent un peu, profiter au sens premier du terme, pas au sens nécessairement péjoratif, mais ils vont quand même avoir le bénéfice des ventes. Je trouve ça drôle des fois que les designers, on est comme tassés de cette réalité-là. On fait de l'argent uniquement sur nos patrons, puis nos patrons, ils coûtent 10 $ ou 15 $ versus l'argent que les gens vont investir sur les quantités chandail qui va être entre 100, 200, des fois 300 $. Cet argent-là, bien qu'il soit généré par nos patrons, en partie, on est exclu de cette transaction. C'est quelque chose qui me fait beaucoup réfléchir puis qui me donne envie, en fait, de juste me détacher des compagnies de laine. Je veux pas trop insister sur les laines que j'utilise. Des fois, je vais toujours vous le dire, mais parce que ça me fâche à quelque part que on fait de la publicité sans arrêt à des compagnies. Puis faut pas penser que parce que c'est une compagnie de laine, c'est des small business. Là. L'ironie de ça, c'est que peu importe s'ils nous donnent un pourcentage des ventes ou pas, les gens vont quand même acheter leur laine. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voyez-vous cette espèce de
zone-là qui est comme... Tu sais, la solution, là, la solution, c'est d'avoir sa propre laine et de designer avec sa propre laine. Puis encore une fois, Marie-Christine Lévesque vient de le faire, puis j'étais comme « nice move ». Là, tu viens centraliser toutes les dépenses associées à tes patrons et tout. Puis je pense que ça, c'est la meilleure manière de comme ramener de l'argent au bercail, de l'argent qui est finalement généré par notre pratique, tu sais. Petite note aussi, elle a sa gamme chez Sandnes Garn. Clairement, elle a une partie des fonds là-dessus. En tout cas, peu importe. Peut-être qu'un jour, nous aurons la laine de Rebecca Collaert. C'est mon rêve. Mais ça nécessite quand même d'investir un peu au début. Puis là, je suis pas rendue là pantoute. Bref, tout ça pour dire que dans mon livre, je voulais que vous ayez vraiment comme les outils pour choisir autre chose que ce que moi, j'utilise dans mes patrons. Tout ça pour dire ça. Parce que je voulais pas que mon livre devienne un pamphlet publicitaire pour la Peace Fleece ou la Dererum Natura ou genre n'importe quoi d'autre. Même si c'est des laines que j'aime, puis je vais continuer de vous dire ce que j'utilise parce que c'est important que vous ayez le point de référence. Puis mon but, c'est pas de vous cacher ce que j'utilise non plus, mais c'est de pas trop insister, si on veut. Fait que dans mon livre, il y aurait eu comme cette espèce de gamme de laine pour que chaque patron, vous ayez plein de choix. Mon Dieu, ça va durer 6 ans si j'arrête pas si je parle autant. Je me rapproche un petit peu pour vous parler plus en détail des différentes paires de chaussettes pour que vous puissiez bien voir là, de quoi je parle. La première paire, donc, c'est les chaussettes en mondim de Rosa Pomar dans ce coloris naturel qui est comme un brun. Celles-là, je les ai beaucoup portées. Vous allez voir qu'elles sont encore super belles. Je suis vraiment étonnée parce que c'est une laine qui n'a pas de nylon dedans. Et normalement, le nylon, c'est vraiment recommandé pour assurer la durabilité des chaussettes. Mais j'avais envie de tester cette laine qui est vendue comme une laine à bas. À date, je peux confirmer que ça fonctionne vraiment bien. Ironiquement, j'ai aussi tricoté cette paire avec une laine qui est composée de BFL, mérino et nylon. Et regardez ça, c'est les chaussettes qui ont le plus feutré. J'ai complètement perdu la définition des mailles sur les deux. Pourtant, je les ai pas portées dans un contexte différent de celles qui étaient juste en laine. C'est quand même drôle, j'aurais pas prévu ça. L'autre paire, c'est celle-ci, tricotée en Julie Asselin. Celles-là aussi sont sans nylon et ont moins feutré que celles qui en avaient. Pour le patron, je pensais l'offrir en 2 mm et en 2,25 mm. L'échantillon sur celle-là en 2 mm, c'est 40 mailles. À la base, je voulais que ce soit l'option principale dans mon patron. Sauf qu'après avoir parlé avec quelques tricoteuses, j'ai réalisé que c'était un échantillon qui était un peu délicat parce que c'est un échantillon qui peut vraiment faire mal aux mains si on a les mains le moindrement sensibles. Fait que j'ai décidé de comme garder la possibilité de le tricoter sur un échantillon un peu plus petit. Il y a donc plus de taille dans le patron pour accommoder plus d'échantillons. Puis c'était vraiment comme une direction que je voulais emprunter, ça, de vous autonomiser le plus possible. Je vais en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Un autre patron qui allait être dans mon livre, c'est la fameuse balaclava. Ça, je me sentais tellement mal parce que je vous avais annoncé qu'elle allait sortir. Puis tout de suite après, les conversations sur le livre ont commencé. Les cagoules, je les ai tricotées en Peace Fleece. C'est des restants que j'avais. Dans le livre, j'aurais proposé les laines des autres patrons pour tricoter la cagoule, en fait, avec les restants qu'on aurait eu des autres tricots. J'imaginais vraiment une photo avec genre la cagoule, un gros pull en laine, des bottes de pluie ou quelque chose comme ça. C'est comme quand l'automne tire à sa fin un peu, là. J'imaginais vraiment ça. Hélas! Et c'est un peu le patron qui a comme enligné ma direction pour la DA du livre. Elle aurait été dans le livre, ça veut dire qu'elle va sortir de toute façon à l'automne, c'est sûr. Elle est écrite, il est prêt, le patron, ça fait genre 1000 ans qu'il est prêt. Mais j'attendais de le sortir dans le livre pour qu'il y ait aussi une genre d'exclusivité là, dans cette publication-là. Ça aussi, vous l'avez vu, mais j'avais pas insisté. C'est un bonnet qui n'a pas encore de nom, qui n'était pas arrivé à sa forme finale encore, mais qui ressemble un peu à mon bonnet d'hiver. Mais je voulais faire comme une version un peu plus élevée de mon bonnet d'hiver, qui est un bonnet en point mousse. Fait que c'est comme un peu son frère en jersey. Il est pas tricoté de la même manière non plus. Il y a une autre forme. Là, moi, j'aime vraiment ça, jouer avec les manières de faire les choses. Vous allez le voir avec un autre des chandails. C'est le genre de détail des fois qui va faire que quelqu'un va faire le patron ou pas le faire. J'étais vraiment excitée de ce modèle-là. Comme je vous dis, il était pas encore à sa forme finale. J'allais en tricoter un autre avec cette laine-là parce que je pense que ça va être vraiment beau. Je vais le faire quand même parce que je vais vous le sortir quand même. Là. Ça, c'est la Puno Finé de Majo Garn dans la couleur naturelle. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment beau. Cette version du bonnet est tricotée avec un brin de Jamieson
et 2 brins de mohair. C'est le mohair de Knitting for Olive. Je me souviens plus du nom des couleurs, mais je les ai notées quelque part. J'ai adoré le tricoté. Là. Vous voyez comment la texture est comme tellement subtile. Puis ça se marie vraiment bien au jersey. Si vous allez voir J'aime beaucoup son look très chaperon rouge. Ça donne bien parce que j'ai un bonnet d'hiver brun aussi, mais ça, c'est l'autre modèle dont je vous parlais en point mousse. Puis celui-là, il se commence, le bonnet ici, il se commence par le bout ici. On le tricote, puis on le monte comme ça. Puis on revient, alors que celui-là, il se commence par de l'autre bord, en fait. On le tricote comme ça. Fait qu'ils ont comme 2 directions différentes. Puis ces 2 directions-là viennent un peu mettre en valeur chacun des points. Fait que vous voyez la différence de vibe. Fait que, en tout cas, ça va suivre. Puis là, maintenant, je vais pouvoir vous parler de tout ça. Fait que je suis bien contente. Là. J'ai comme l'impression qu'il y a un poids vraiment qui s'enlève de mes épaules. Sinon, j'avais aussi acheté cette laine-là, c'est la granola que j'avais pris chez Biscotte. Puis ça, c'était pour créer un petit accessoire pour cheveux qui allait être un accessoire un peu d'été, tu sais, comme demi-saison, là, printemps, automne, été, en fait. Puis là, que mon livre, il couvre un peu plusieurs... qui soient pas associés à une saison, en fait. Tu sais, qui soient pas comme juste des tricots d'hiver ou juste des tricots d'été. Puis ça, c'est un mélange... J'ai plus l'étiquette, là, mais je pense qu'il y a du lin, du chanvre. Je vais vous l'écrire à l'écran. Puis je trouvais la couleur tellement belle. Fait que ça, j'ai hâte en maudit de l'utiliser pour mon patron. Puis ça, je les étais gardée pour un peu plus tard parce que je voulais me concentrer d'abord sur les grosses pièces avant de me lancer sur les petites pièces. Fait que ça aurait été comme ça aurait été un truc que j'aurais pu faire en une journée ou 2. Là. Je m'étais aussi procuré cette laine ici qui est la Innes Creek Headers de Gathering Yarn. Ça, à la base, c'était pour faire un chandail. Puis finalement, je me suis rendu compte que la couleur allait pas vraiment fitter dans mon moodboard général parce que il y avait une très, très forte direction chromatique dans mon livre. Je voulais vraiment que tout fit ensemble. Puis ce bleu-là, il détonnait un petit peu finalement à mon goût. Mais je vous la montre parce que c'est vraiment une belle laine qui est vraiment pas chère. Elle est à 13$ les 100 grammes. C'est un 100% laine worsted. Et avec ça, finalement, j'avais pris la décision de designer comme une espèce de foulard à torsade pour créer une initiation aux torsades dans mon livre par la même occasion. Je vais vous mettre un moodboard, là, mais tu sais, très Y2K, très automne, genre pumpkin spice. Là. Ça, j'ai vraiment hâte, je vais me le faire aussi. Un genre de petit skinny scarf avec des torsades, des petites franges. Simple, mais vous savez, moi, comment j'aime la simplicité, mais de réfléchir la simplicité dans toute sa finesse puis sa définition et tout. Fait que j'étais vraiment excitée de ce projet-là. Je me dis que, vu que le bleu il était moins dans ma direction, ben en accessoire, ça allait être vraiment parfait. Ça, c'est une autre laine que j'avais prévue pour des chaussettes qui allaient être dans le livre. Là. C'est la Isaguerre Sock Yarn, donc il y a de l'alpaga dedans. Alpaga, mérino et nylon. Ça aurait été vraiment beau, puis ça aurait été un beau pop dans ma palette. Sinon, pour moi, le clou du spectacle de ce livre, c'était vraiment mon fameux chandail raglan que je suis tout en train d'écrire. C'est un chandail que j'ai designé, ça fait vraiment longtemps. Ça va faire 2 ans cet hiver que ce chandail-là traîne sur ma table de travail parce que j'ai vraiment galéré avec l'écriture inclusive du patron. Pas que j'ai de la misère à le grader en soi, c'est que j'ai de la misère à garder le fit que je veux en le gradant d'une manière convaincante. Puis le problème des raglans, c'est qu'il y a tout le temps un excédent de tissu en dessous du bras quand on fait pas attention à la manière dont il est gradé. Créer un ratio parfait pour les grandes tailles qui me permettra vraiment d'avoir le fit que je veux sur tous les corps. Je travaille là-dessus, puis là, j'ai vraiment pris de l'expérience en design là, depuis que j'avais comme tricoté la première version. Je suis quand même confiante que j'étais arrivée au résultat. Il faut que je tricote une version pour Anne-Marie pour vraiment comme confirmer mon truc. Mais une fois cette version-là tricotée, je vais être vraiment confiante. Je vais pouvoir l'envoyer en test puis enfin le sortir. Je suis tellement difficile sur le fit des trucs. Là. Quand on regarde mes patrons, ça peut avoir l'air vraiment, vraiment simple et vraiment comme « Ah, je peux le faire moi-même ». J'apporte vraiment une réflexion à mes fits. Cette version du chandail est tricotée en Gilliatt dans le coloris poivre et sel. Là, j'en ai tellement parlé de ce chandail-là, je sais plus quoi dire. Puis c'est drôle parce que vous me direz ce que vous en pensez. Mais là, vous voyez le col comme ça. Ce col-là, il est plein de défauts. Il est plein de problèmes. Il est trop large, puis il se tient pas comme j'aurais voulu. Il est un peu cousu croche.
il y a comme plein de... Excusez, je regarde le col en même temps de vous parler. Il y a plein d'imperfections dedans, mais j'ai l'impression que quand je les corrige, ben je viens jouer sur le look que vous aimez du chandail. C'est comme un petit problème auquel je me suis confrontée parce qu'il y a des éléments que je veux pas négliger, que vous aimez. Puis en même temps, il y a comme une partie de moi qui est trop perfectionniste pour sortir un patron qui a un col qui est visiblement... Tu sais, regardez comment il est mou, là. Il se tient pas du tout, ce col-là. Mais quand je prends le temps de le placer, ben là, il est parfait. Puis tu sais, je pourrais faire les photos puis pas le dire. Sauf que je le sais déjà que plein de gens vont le tricoter. Le col va être trop large, il va mal tomber. Puis là, vous allez être déçus. Mais ce serait juste parce que j'aurais trafiqué les photos, tu sais. Puis quand je le porte, je fais exprès de le tenir, mais structurellement, il est vraiment imparfait. D'ailleurs, un des chandails qui serait revenu dans le livre, c'est le châtaignier. Puis que c'est en train d'en tricoter un dans la couleur Velvet Fig pour qu'il fitte dans la palette générale du livre, parce que là, ce bleu-là, il fitait pas vraiment. Puis j'avais envie d'en avoir un propre, là, tu sais, comme je vous disais, pour avoir comme des binômes portés, pas portés. Le châtaignier, c'était une tentative, en fait, de réparer les erreurs de ce chandail-là. Et finalement, ça a tellement influencé le look, entre autres parce que j'avais moins d'expérience, que je sais qu'il y a des gens qui étaient un peu déçus de ça, puis ça a fait qu'ils n'ont pas tricoté le châtaignier. J'ai envie de rendre ce look-là disponible. Puis c'est comme un casse-tête qui finit plus. La republication du châtaignier dans ce livre-là, en plus, ça aurait été pour moi l'occasion de le reformuler, si on veut, parce que c'était dans mes premiers patrons de chandail, puis il y a des petits enjeux de clarté que j'ai tout corrigé dans la réécriture. Encore une fois, ben en baissant vraiment le prix du livre, ben ça me permettait de republier comme ça des patrons. Je tricote moi-même comme plusieurs détails aussi pour vraiment comme les voir, les visualiser sur d'autres types de corps. Fait que ce raglan ne fait pas exception et ce raglan me résiste un petit peu, mais là on va y arriver. On va y arriver. C'est vraiment le patron qu'on me demande le plus. Fait que ça, il aurait été dedans. Puis, tu sais, chose intéressante pour mon livre, c'est que j'aurais porté cette version-là dans mon livre, alors qu'il est une version trouée, toute boulochée. Mais je voulais justement qu'il illustre mon livre la vie d'un tricot. Fait que c'est pas juste comme regardez cette vitrine d'un chandail absolument parfait qu'on vient juste de finir. Non, c'est regardez ce tricot que j'ai porté tellement de fois qu'il est rendu avec des trous et des bouloches. J'aurais quand même fait une plus belle version là, que je suis en train de tricoter dans cette couleur de Gilliatt, qui est la couleur amarante, qui est une parfaite couleur si vous êtes soft automne. D'ailleurs, c'est comme une espèce de rouge baie, mais un petit peu désaturé, un peu muted. C'est magnifique, cette couleur-là. Fait que je suis en train de travailler sur ça. Il va falloir que je trouve de la laine pour en faire un à Anne-Marie, d'ailleurs, qui va fitter dans la palette. Ensuite de... Ah, excuse-moi, Horace! Mon chat, il dormait sur le tricot. L'autre gros morceau de ce livre, c'est ce chandail-là que je suis en train de tricoter en ce moment, qui s'appelle... Je pense que c'est le seul qui a comme un vrai nom officiel, en fait, dans tous les projets de mon livre, qui s'appelle le chandail du marais, qui ressemble au Lulu, certains diront visuellement, mais qui est vraiment différent dans sa construction. En fait, c'est comme une version... Je voulais comme un peu désacraliser l'accès aux coutures en créant un patron qui facilite, disons, les coutures, là, fait qu'il n'y a pas comme la manche à faire fitter et tout. Il est tricoté du bas vers le haut dans l'idée de faciliter les mesures sur soi. Fait qu'on peut vraiment comme mettre le chandail sur soi puis évaluer s'il est assez long ou pas. Ça, je pense que c'est comme une manière de faciliter aussi l'accès au tricot de chandail pour les débutants. Le fait qu'ils peuvent vraiment comme visualiser le tricot. C'est des côtes 2-2 aussi, contrairement au pull Lulu. Il y a un ratio pour le col qui est complètement différent que le Lulu, toujours. Après, je comprends vraiment que certaines personnes vont préférer ne pas tricoter les deux modèles, là, c'est bien correct. Justement, encore une fois, vu que c'était dans un livre, ben c'était comme l'occasion pour moi d'explorer des coupes très similaires à des patrons que j'ai qui sont existants déjà, mais sans virer fou là, sur les différences aussi. Là. On est comme obsédé par ça, je pense, quand on design de comme faut pas trop que mes designs se ressemblent, parce que sinon les gens ils se disent ben voyons, elle a juste changé quelques petites affaires puis elle nous revend un patron, tu sais, comme si on faisait des milliers de dollars avec des patrons, là, mais en tout cas. Que ça, je pense que ça aurait été un must. Les ratios de manches aussi sont vraiment différents du Lulu. Et celui-là, j'ai déjà la laine pour en tricoter un pour Anne-Marie. C'est la Noro. Je vous l'ai montré vraiment souvent, cette laine-là. Ça fait longtemps qu'elle traîne dans mon armoire. C'est la Malvinas de Noro, qui est une 100% laine. Puis ça, je vais faire une plus grande taille pour Anne-Marie. Et je vais en faire un autre aussi. J'ai déjà la laine pour en faire un à Alex. Ça, je vous l'avais montré aussi dans un récent vlog, qui est la Tulopi.
dans le coloris Black Cosmos que je vais tenir avec un mohair. Puis là, ça va nous offrir vraiment comme une variété de laine à utiliser, mais aussi une variété de style et de grandeur parce que ce patron-là va être offert en... Je pense que j'ai taillé pour 14 tailles. Je pense que c'est ça, ou en tout cas 12 ou 14 tailles. Dans l'idée, non pas de vous mélanger et que vous sachiez plus quoi faire, mais de créer une écriture qui va accueillir plusieurs échantillons. Le patron, il n'est pas pensé pour un échantillon précis. Il est pensé pour que ce soit facile de l'adapter, en fait, à son échantillon. Je vais quand même donner un range, là, parce qu'il ne va pas se tricoter sur du fingering, mettons. Ça va rester comme dans une fenêtre de comme 3 à 5 mailles, je pense, là, au niveau de l'échantillon. Mais la manière qui est faite va vraiment vous permettre de faire ce que vous voulez, en fait, à partir de votre échantillon. Puis tout ça est dû à sa construction qui est bien spéciale. Fait que vous allez voir en temps et lieu comment il se tricote. Ou je l'ai peut-être dit, en tout cas, peu importe, là, il y a comme une manière de le faire qui va vraiment vous permettre de l'arranger. Puis je vais aussi offrir 2 styles d'aisance. Une aisance plus, donc une aisance très positive. Comme vous savez, moi, j'aime porter mes chandails avec énormément d'aisance. Mais celui d'Alex, mettons, il va être un peu plus ajusté avec des emmanchures moins profondes aussi pour comme, si vous préférez des vêtements qui sont plus comme masque looking, ben vous allez pouvoir comme jouer avec les proportions du chandail pour enlever le côté ballon là, qui peut être associé plus à un style féminin, entre guillemets. Donc, selon ce que vous préférez comme représentation ou comme style de vêtement, ben, il va y avoir toutes ces options-là dans le patron qui va être comme une recette guidée, alors que le Lulu est vraiment comme, c'est un style précis qui change pas. Il y a 2 tailles parce qu'il couvre un style précis, puis c'est tout, tu sais. Puis il est tricoté avec la Matisse, une laine de Rosa Pommard, qui est comme un worsted, que j'ai tenu avec le mohair de Knitting for Olive dans le coloris Green Ochre. Pour vous dire un peu aussi, là, j'ai utilisé pour celui-là 7 balles de Matisse et 7 balles de mohair, donc c'est pas un projet dans cet état-là qui est pas cher. C'était comme ma grosse pièce pour le livre, là. Je me voyais le porter sur le cover. En fait, je me voyais porter ça avec des shorts en jeans, mes bottes Hunter rouges, puis le petit accessoire pour cheveux avec des longs cheveux parce que j'aurais mis mes extensions pour le photoshoot. Je pense qu'on va le faire quand même. Plus j'y pense, puis plus je me dis que le mieux, ça va être de faire un e-book, en fait. Puis sinon, ces temps-ci, ça aurait pas été dans mon livre, mais je travaille aussi sur un Madeleine dans un mohair vintage qu'une abonnée m'a envoyé. Dans un magnifique orange. J'ai fait ça en fin de semaine parce que j'étais allée faire un petit voyage à Rimouski. Et là, dans l'auto, en revenant, j'ai monté mon bonnet, sauf que je me souvenais plus vraiment, fait que je l'ai fait au hasard. Puis là, mes proportions ont pas rapport, fait qu'il faut que je défasse ce que j'ai fait, puis que je recommence. Puis là, ça m'a comme mis la flemme, quoi. Puis j'avais pas envie. Fait que c'est ça, j'avais surtout envie de vous raconter ça. Je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai pas envie de m'éterniser. J'espère que ça vous a plu, ce petit update tricot. Puis à partir de maintenant, je vais pouvoir comme être plus réaliste et plus transparente avec les tricots que j'ai sur mes aiguilles en ce moment. Je vais pouvoir vous en parler et on va suivre tout ça avancer. J'espère que vous allez bien. Vous me direz sur quoi vous avez travaillé pendant cet épisode et surtout, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Pensez-vous que le tricot a une place dans la culture mainstream ou pas? C'est ma question de réflexion pour aujourd'hui. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Bye!